Ifriqiya FM, politique, géopolitique, économie, culturelle, sport, environnement, cinéma, musique. Nous vous emmenons au bout de l'Afrique. Notre escale africaine. La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui. est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, nous sommes le mardi 9 décembre 2025. Bienvenue dans Grand Angle, une émission destinée à mieux comprendre les dynamiques économiques, politiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Depuis 2020, l'Afrique de l'Ouest est secouée par une vague inédite de coups d'État militaires, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, et cette année, le 7 décembre 2025, on n'est pas encore en 2025, cette fièvre putschiste a touché le Bénin, longtemps considéré comme le laboratoire démocratique de la région. Un groupe de militaires se présentant comme le comité militaire pour la refondation mené par le lieutenant-colonel Pascal Tigri prennent tôt le matin le contrôle de la télévision publique ORTB et annoncent la destitution du président Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. Si le coup d'État sera vite déjoué, il a néanmoins sonné comme un avertissement brutal. Aucun État de la région n'est à l'abri. Aujourd'hui donc, nous allons décrypter cette onde de choc, comment comprendre la tentative de putsch au Bénin et surtout quel lien faire avec la situation au Mali où la junte du général Assimi Goïta est prise en étau entre un embargo asphyxiant et une opposition politique civile qui se réorganise autour de l'imam Dicko. Alors, pour en parler, il y a avec nous Ahmed Ben Saada, analyste politique et auteur de plusieurs ouvrages et articles. Le docteur Ahmed Ben Saada est avec nous en direct depuis Oran, dans l'ouest de l'Algérie. Bonjour, docteur Ahmed Ben Saada. Bonjour Monsieur Chalfaoui, bonjour à tous vos invités et bonjour l'Afrique. Merci à vous. Nous serons accompagnés dans ce numéro consacré au Bénin et au Mali par Mokrane Touarabi, journaliste spécialiste des questions de sécurité en Afrique. Mokrane Touarabi, bonjour et bienvenue. Bonjour Zim, bonjour à tous vos invités, au Dr Ahmed Ben Saada et bonjour à tous ceux qui suivent l'émission actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Il y a également en direct avec nous Riyad Mamri, journaliste et éditorialiste au quotidien Al-Watan. Riyad Mamri, bienvenue, bonjour. Bonjour Zine, bonjour à tous. Alors interviendront également dans ce numéro Paul Amegakpo, directeur de l'Institut togolais Tamberma pour la gouvernance et expert international en géopolitique. Il y aura également avec nous, dans la deuxième partie de l'émission, Mohamed Agahmadou, militant politique malien. Restez avec nous, le débat commence juste après le jingle. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire sur Radio Ifriqiya FM. Comme je vous le disais donc en introduction, la première partie de cette émission intitulée « Junte, terrorisme et putsch à répétition, l'Afrique de l'Ouest à l'heure du doute » sera consacrée au coup d'État manqué au Bénin. Alors, il y a avec nous en direct depuis Lomé au Togo, Paul Amegakpo. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut togolais Tamberma pour la gouvernance et expert international en géopolitique. Alors, Paul Amegakpo, comment analysez-vous ce qui s'est produit ce dimanche 7 décembre 2025 au Bénin? Avez-vous été surpris par ce putsch raté?
Considéré comme un pays stable et à démocratie dynamique, le Bénin a connu une tentative de coup d'État ce dimanche 7 décembre 2025, ce qui contraste avec l'évolution politique et démocratique de ce pays depuis 1990. Le Bénin qui a inauguré à cette date la conférence nationale souveraine comme fondement des bases du processus démocratique du pays et par ricochet de beaucoup de pays africains, a connu donc des agitations par les éléments de force de l'ordre et de sécurité. Il faut rappeler que dans l'histoire de ce pays depuis son indépendance, à l'époque où il s'appelait Dahomey, le Dahomey a déjà connu 2 coups d'État en 1963 et en 1972, puis un régime militaire et un processus démocratique qui a consacré des alternances politiques au sommet de l'État. Et donc le coup d'État intervenu est une surprise, mais pourrait être expliqué par le durcissement de l'espace politique avec la restriction des voies divergentes, des voies politiques et civiques divergentes, l'arrestation et l'emprisonnement des leaders politiques, l'envoi en exil de beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile, mais aussi le verrouillage du processus électoral avec un système de parrainage qui exclut du coup beaucoup de leaders politiques et de formations politiques à pouvoir être candidats aux élections. Et donc cette forme d'exclusion crée des frustrations qui pourraient donc justifier le fait que l'armée ait décidé de mettre fin au mandat du président Talon qui arrive à son terme en avril 2026 où une élection présidentielle est prévue. Et donc, au-delà de ces causes internes au Bénin, il y a également la situation générale de la sous-région qui est caractérisée par la prise du pouvoir par l'armée avec des raisons diverses et variées. Et les conséquences de cette prise de pouvoir par l'armée sont désastreuses dans la mesure où les pays de l'AES, le Niger, le Mali, le Burkina, ne connaissent pas de progrès de stabilité politique promis, et également la Guinée-Conakry où on a remarqué que les juntes créent également des conditions politiques difficiles aux adversaires politiques, mais également la restriction des espaces civiques. Et donc, dans ce contexte morose, le coup d'État du Bénin n'a pas requis l'enthousiasme des populations qui ne le trouvent pas opportun, qui ne le trouvent pas nécessaire et donc qui n'endossent pas ce coup d'État qui, heureusement, a été avorté. Merci Paul Amegakpo. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut togolais Tamberma pour la gouvernance et expert international en géopolitique. Vous étiez en direct depuis Lomé, capitale du Togo. Docteur Ahmed Ben Saada, quelle est votre analyse concernant justement ce qui vient de se produire au Bénin? Le Bénin est frontalier d'États dirigés depuis 2020 par des juntes, hein, donc c'est le cas du Burkina notamment, du Niger. Deuxième question, est-ce que nous assistons à un phénomène de contagion ou de syndication des putschs en Afrique de l'Ouest? En fait, le Bénin est un pays donc qui a des frontières, comme vous l'avez si bien souligné, avec le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Togo. Donc, au nord du Bénin, 2 pays sont en prise avec des problèmes de terrorisme. Et donc, si on regarde par exemple tout ce qui a été le travail qui a été fait pour recenser les différents incidents liés justement au terrorisme au niveau des frontières avec le Niger et le Burkina Faso,
on trouve énormément de cas. Donc, ça veut dire que, en fait, le Bénin a été touché par ce terrorisme. Et en fait, un des facteurs qui a été avancé par les putschistes, c'était justement le fait de ne pas avoir su défendre et donner, en fait, un peu disons, de reconnaissance justement à la lutte de certains militaires qui ont été tués lors de ces accrochages-là. Mais pour revenir un peu à ce que disait votre invité togolais, il n'y a pas eu 2 coups d'État, mais bien 5 coups d'État avérés, donc ils se sont déroulés en 1963, 1965, 1967, 1969 et 1972. Il y a eu 6 coups d'État qui ont été avortés ou manqués, 1975, 1977, 88, 92, 95 et 2025. Donc c'est un pays, en fait, ce pays-là, avant, justement, quand il s'appelait le Dahomey, donc avant 1975, s'appelait l'enfant malade de l'Afrique parce qu'il y avait énormément de coups d'État dans cette région-là. Donc c'est un pays qui connaît les coups d'État, qui a vécu des coups d'État sanglants et qui n'ont pas permis justement le décollage de ce pays-là. Si on regarde par exemple le nombre de présidents qui se sont succédés dans ce pays-là depuis l'indépendance en 1960, on peut recenser 16 présidents, 16 chefs de junte, ou comme vous l'appelez, bon, c'est 17 avec Patrice Talon, c'est 17 chefs d'État qui sont étaient à la tête de ce pays-là. Il y en a qui ne sont pas restés longtemps à cause de coups d'État, mais il y en a qui sont restés beaucoup plus longtemps, comme par exemple Mathieu Kérékou. Et disons, après Mathieu Kérékou, il y a eu une certaine stabilité. Mais, mais s'il y a une tentative de coup d'État actuellement, c'est qu'il y a une fragilité au niveau de l'État, au niveau de la gestion de la sécurité, des revendications militaires, des revendications de la société tout court. Et de la société tout court. Et si on regarde, bien sûr, toujours il faut revenir aux indicateurs de ce pays. Je veux dire, si vous regardez depuis l'indépendance, ce pays-là n'a pas pu. Il est classé en termes d'IDH, il est classé 126e, non, attendez, 173e mondial sur 193 pays. Il est classé 35e au niveau de l'Afrique. Donc, c'est un pays qui a un très faible développement humain. Son économie est classée parmi le PIB, est classé 164e mondial ou 28e au niveau de l'Afrique. Donc, ce n'est pas un pays qui a vu, bien qu'il y ait des efforts qui ont été observés. Je veux dire, l'IDH a augmenté, mais il reste toujours dans une zone de pays qui ne sont pas très développés et loin derrière les locomotives de l'Afrique. Donc, si on regarde, donc, c'est un pays qui a une tradition, même si elle était un peu perdue récemment, est une tradition de coup d'État. C'est un pays qui a un très faible développement humain, une économie très très faible. Et donc tout cela fait que on peut les ingrédients d'un coup d'État étaient déjà là. Exactement. Et on revient toujours à ce qu'on disait la semaine dernière dans notre émission sur le processus d'Oran, c'est qu'on ne voit pas venir ces choses-là. Il faut les anticiper, il faut les savoir, il faut connaître un peu les mécanismes par lesquels on peut arriver à cette solution qui est finale, une solution qui n'est pas bonne pour les pays, qui est au contraire, qui est très très négative pour le pays. On le voit avec le Mali, Burkina Faso et le Niger actuellement, c'est des pays qui sont complètement bloqués, bien que les raisons pour lesquelles, quelles que soient les raisons pour lesquelles les coups d'État ont été perpétrés. Les changements anticonstitutionnels ne constituent pas la panacée aux problèmes des Africains. Exactement. En fait, l'expérience nous le montre. Des fois, on se dit, bon, il y a des coups d'État qui peuvent changer des situations, qui peuvent amener la démocratie, c'est possible ça aussi. Mais dans les cas récents, depuis 2020 jusqu'à maintenant, les coups d'État n'ont pas ramené cette stabilité, cette prospérité que les populations locales dont les populations locales rêvent, en fait. En réalité, ça produit beaucoup plus d'instabilité et de misère. Exactement, ce qu'on va voir Mali, tard avec le Mali, on va discuter du Mali, et on va regarder un peu ce qui s'est passé depuis, disons, le coup d'État de 2020 de Assimi Goïta.
Très bien, merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada, pour cette analyse et ces éléments de compréhension. Moukhlad et Torabi, au-delà des arrestations, que révèle la tentative du 7 décembre sur l'état de l'armée béninoise? Est-ce qu'on peut parler d'une fracture au sein de l'armée, puisque les auteurs du coup d'État, bien évidemment, sont des membres des éléments de l'armée béninoise ou d'anciens membres de l'armée béninoise, comme le lieutenant-colonel Tigri, qui s'est présenté comme le chef des putschistes? Oui, effectivement, quand on analyse justement les différentes séquences de cette tentative de coup d'État, on constate qu'effectivement, c'est un coup d'État qui n'a pas été mené au plus haut de la hiérarchie militaire. Donc, c'est pas l'état-major de l'armée qui a décidé de renverser le président, comme on le voit traditionnellement dans certains pays en Afrique. Mais c'est un chef, donc un commandant d'un groupement, donc c'est le 3e groupement interarmes de la garde nationale, qui a donc pris cette décision d'aller renverser le président Talon. Et donc on parle de Pascal Tigri. Cela effectivement nous laisse penser qu'il y a une fracture au sein de l'institution militaire béninoise, parce que quand même on est face à un groupement militaire opérationnel lourdement armé qui a été créé récemment d'ailleurs. Il a été créé dans un contexte sécuritaire régional compliqué, difficile, avec un impact donc de tout ce qui se passe actuellement au niveau du SA central sur le Bénin, donc qui est également touché par le terrorisme. Ce groupement a été créé en 2023. Il a reçu beaucoup de moyens pour aider justement les forces armées régulières habituelles à mieux combattre le terrorisme, notamment comme vous l'avez dit au nord du Bénin, bien évidemment, qui est donc touché par ce fléau. Cela nous laisse penser qu'effectivement il y a une fracture entre les gens de terrain qui connaissent la réalité du terrain. Peut-être il y a des différends par rapport aux moyens qu'on doit mobiliser, sachant que le Bénin, comme l'a si bien dit Dr Ahmed Ben Saada, est en difficulté économique. Les indicateurs ne sont pas ouverts, donc au contraire. Donc les moyens de l'État sont limités et parfois donc on coupe là où il ne faut pas. Ça peut être une explication, même si pour le moment on n'a pas entendu parler les putschistes désigner directement cette question, mais ils parlent d'un climat général qui est difficile donc au Bénin. Je reviens juste en arrière parce que cette fracture a toujours existé au sein de l'institution militaire béninoise au début même, juste après l'indépendance. En 63, il y a eu un coup d'État donc mené par Soglo à l'époque, Christophe Soglo, lequel a refait le coup d'État 2 années après, en 65. Et par la suite, il y a eu un enchaînement donc, de coups d'État militaires. Un militaire renverse un autre. Jusqu'à 72. Jusqu'aux années 90, jusqu'à 72, plus ou moins après, stabilisés. Oui, plus ou moins. De 72 à 90 plus ou moins, il n'y a pas eu de coup d'État réussi, du moins. Donc il y a eu des tentatives comme celle qu'on a vécue aujourd'hui, mais il n'y a pas eu de coup d'État réussi. Mais on a connu quand même une douzaine d'années. Donc c'est ce qui a poussé la communauté internationale à désigner le Bénin d'enfants malades de l'Afrique. Et donc on a constaté à l'époque qu'il y a des rivalités au sein de l'institution militaire sur le pouvoir. Donc aujourd'hui, ça peut aussi expliquer ce qui s'est passé récemment, donc cette tentative de putsch. Il y a aussi un autre élément, un troisième élément, c'est le contexte régional. En sachant que le Bénin et l'Afrique d'une manière générale
c'est un continent convoité et il y a des influences étrangères assez importantes qui parfois créent les conditions ou sont carrément à l'origine de déstabilisation de certains pays. Le Bénin aussi, il est dans une position stratégique aujourd'hui avec son ouverture sur l'Atlantique. Et le port de Cotonou qui est important. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a aussi des puissances régionales ou internationales qui voudraient changer le pouvoir en place pour placer quelqu'un qui pourrait mieux servir leurs agendas et leurs intérêts. Absolument. Très bien. Merci Moukhran Torabi pour cet éclairage extrêmement intéressant qui lie enjeux sécuritaires, rivalité interne et rivalité aussi internationale autour du Bénin. Riyad Mameri, au-delà le Bénin, est-ce que fondamentalement, on a parlé du sécuritaire, on a parlé aussi de la géopolitique du Bénin. Le docteur Ahmed Ben Saada a un petit peu défloré le sujet en parlant aussi des conditions difficiles que vivent les Béninois. Est-ce que le Bénin n'est-il pas en train de payer le prix d'un recul démocratique où l'opposition a été marginalisée, laissant le coup d'État comme seule voie d'expression à la dissidence finalement, sans justifier les coups d'État et sans donner... sans justement prendre pour argent comptant les arguments avancés par les putschistes. Tout à fait, d'ailleurs, il y a deux mots-clés à retenir, c'est exclusion et frustration. Oui. Le coup d'État, d'abord, moi je voudrais revenir sur le fait que le coup d'État mené par le lieutenant-colonel Pascal Tigri a été déjoué grâce à une intervention étrangère, celle du Nigeria. Oui. C'est-à-dire, là on est face à une situation où c'est les armes qui parlent. Politiquement, le parti d'opposition, les démocrates, a publié un communiqué hier justement pour revenir sur le terrain politique et rappeler que ce coup d'État les ingrédients étaient en place, c'était prévisible. Contrairement à ce qu'a rapporté notre spécialiste en géopolitique togolais. Et là, lorsqu'on lit le communiqué du Parti des démocrates, c'est lié principalement à la prochaine élection présidentielle, et beaucoup d'hommes politiques actuellement au Bénin reprochent justement à l'actuel président Patrice Talon d'avoir verrouillé carrément la prochaine échéance électorale. Sur ce plan-là, on pourrait ajouter que le coup d'État peut s'expliquer essentiellement justement par ce durcissement de l'espace politique, des restrictions, une difficulté justement à proposer une alternative. Et on voit juste dans une situation globale par rapport à des pays frontaliers, l'AES notamment, que généralement les militaires, lorsqu'ils sont au pouvoir dans ces pays-là, ont cette tentation justement d'aller vers des coups de force. Et là, on se retrouve toujours dans cette problématique essentielle, celle d'aller vers des changements non constitutionnels. Et l'instabilité actuellement pour beaucoup de pays, là on voit le Bénin fait l'objet de... On peut dire que c'est une contagion par rapport à ce qui se passe au Mali, au Niger. Et le Bénin actuellement, par rapport à ces coups d'État qui renvoient une image d'instabilité, aura beaucoup de mal justement à mettre en place son processus de développement. Lorsqu'on voit les indicateurs qui ont été expliqués par monsieur... les éléments donnés par le docteur Ahmed Ben Saada. Tout à fait. On voit que cette instabilité fait que justement c'est les populations qui sont les premières victimes de ces coups d'État. Oui. Merci Riyad Mameri. Docteur Ahmed Ben Saada, on l'a vu, la CEDEAO a très très vite condamné la tentative de coup d'État. Elle a même déployé des troupes au Bénin. Des avions de chasse du Nigeria ont bombardé des positions des putschistes. Mais au-delà de ce déploiement de force,
Est-ce qu'il faut encore prendre au sérieux la CEDEAO? Est-ce qu'elle est encore crédible aux yeux de l'opinion ouest-africaine et particulièrement de l'opinion béninoise? Est-ce que ce bloc sous-régional peut encore, a encore les moyens de dissuader les juntes les armées de la région d'opérer des coups d'État? Allô, Docteur Ahmed Messaada? Oui, j'ai été coupé, donc je n'ai pas suivi votre question. J'ai été coupé à un certain moment. Ah, très bien. Si vous pouvez me la reposer, s'il vous plaît. Oui, alors, Docteur Ahmed Messaada, donc, vous l'avez constaté tout autant que nous, la CEDEAO a très vite condamné donc, la tentative de putsch. Elle a même décidé un déploiement de forces. Des avions de chasse nigérians ont bombardé des positions des putschistes. Mais est-ce que ce bloc sous-régional, est-ce qu'il est encore crédible aux yeux de l'opinion publique ouest-africaine? Est-ce que c'est un bloc qui a encore aujourd'hui la crédibilité suffisante pour dissuader justement d'autres éventuelles tentatives de coup d'État? Alors, si cette institution dont on a très souvent critiqué l'existence et le rôle a agi a posteriori, c'est qu'elle n'a pas les moyens de dissuader. C'est-à-dire que si on dit, c'est pas un certain nombre très réduit de militaires et pas de haut niveau, comme le disait notre ami Aïtou Arabi, puis on va essayer de déstabiliser tout un pays, c'est qu'elle n'a pas ce rôle de dissuasion. En fait, il a fallu le bombardement, il a fallu aussi des soldats du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Sierra Leone qui ont été envoyés pour soutenir le gouvernement et l'armée du Bénin. Donc, il y a certainement cette volonté justement d'éviter qu'il y ait des coups d'État. C'est tout à fait légitime à mon avis, sauf que nous avons très souvent parlé de cette institution CEDEAO qui n'est pas très indépendante, disons, qui a aussi fait souvent des deux poids deux mesures et qui donc ne joue pas son rôle tel qu'elle. Il y a un déficit de crédibilité. Voilà, déficit de crédibilité, surtout qu'en fait, on ne parle pas de la CEDEAO, mais d'autres institutions comme la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui, par exemple, a permis qui n'a rien fait pour le coup d'État qui s'est passé au Gabon, tout récemment. Donc, il y a comme ça des coups d'État qui sont halal et du coup d'État qui ne le sont pas. C'est que ça fait un peu comme ça fait désordre. Ça fait un peu désordre et on devrait avoir une politique très sévère à l'égard des coups d'État. Il n'y a pas de coup d'État. On devrait se donner un leitmotiv. Il ne peut plus y avoir de coups d'État en Afrique. C'est la seule région du monde. On a toujours vanté les mérites de ce continent, de la jeunesse, de la richesse, etc. Mais aussi, il y a un fléau qui est là, qu'on voit et qui ressurgit à chaque fois. C'est le fléau des coups d'État. On ne peut pas continuer comme ça. Si on veut que notre continent se développe, il faut trouver des solutions de résolution de problèmes, pas de coup d'État. Il faut aller vers une tolérance zéro. Exactement. Il faudrait qu'au niveau de l'Union africaine, il y ait des textes qui disent si vous faites un coup d'État, systématiquement vous allez être rejeté de l'organisation. En fait, le texte, il existe, mais bon, il est très peu respecté. C'est vrai que quand il y a un coup d'État quelque part, les pays sont exclus de l'Union africaine. Oui. Mais on a l'impression que ça ne dissuade pas beaucoup les jeunes pas du tout, mais pas du tout. Par la force. On le voit, on l'a vu au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, on l'a vu un peu partout. Oui. Et en fait, au Gabon, c'est le pire des exemples. On a un coup d'État qui est plébiscité, entre guillemets, qui a été plébiscité. Même, en fait, le président Macron est allé visiter très récemment le Gabon, et puis des relations, etc. Donc,
on voit, on n'a pas l'impression que les rôles de ces institutions régionales soient disons, logiques et qui en fait qui jouent le rôle de régulateur dans ces conflits qui sont des conflits purement politiques, et la force ne peut pas être la solution à tous les problèmes de gouvernance au niveau de l'Afrique. Il faudrait trouver d'autres moyens. Et je reviens toujours au processus d'Oran, un processus où on devrait justement discuter de ces problèmes de coup d'État et de trouver des solutions de discussion, de trouver trouver un peu les mécanismes avec lesquels on va réduire ou faire disparaître ces conflits qui gênent beaucoup le développement de l'Algérie. Juste pour en fait abonder dans le sens de M. Riyad Mahrez, c'est vrai que dès la deuxième élection du président Talon, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits sur justement des verrouillages de la vie politique, etc. Donc c'est pas récent, c'est pas quelque chose qui apparaît en 2025. Je vous rappelle pour la petite anecdote que en fait le président Talon a été accusé d'avoir dans 2012, si mes souvenirs sont bons, il a été accusé d'avoir empoisonné le président Thomas Boni Yahi, et il s'est réfugié en France, que la France ne voulait pas l'extrader donc au Bénin, et que en 2014 lui-même ce président-là, le président Talon, a été gracié. Et donc vous voyez que c'est en fait là on présente le président Talon comme un démocrate, etc. Mais il y a une longue histoire de ces tentatives de déstabiliser le pays, même avec des figures que l'on juge étant des figures démocrates. Donc, le président Talon, depuis, disons, le début de sa vie politique, parce que je rappelle que au départ, c'était un homme d'affaires, et depuis son entrée dans la vie politique, et en fait, son histoire n'est pas très, très rose. Et donc, à son deuxième mandat aussi, il y a eu des fermetures sévères de la vie politique, qui a été des brouillages qui ont été dénoncés par des acteurs politiques du Bénin. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Dernière question pour refermer ce dossier sur le coup d'État manqué au Bénin. Donc la réaction rapide de la force en attente de l'Afrique de l'Ouest peut s'expliquer par la crainte des États d'Afrique de l'Ouest d'une contagion qui peut aussi les atteindre à tout moment. Même problème est au Arabi, au-delà, l'Afrique de l'Ouest est-elle face à une crise de modèle où les démocraties, à l'exception un peu du Nigeria, du Ghana, où les démocraties sont quand même en déclin et les régimes militaires gagnent du terrain dans les opinions. On le voit, on parle du Bénin, un pays qu'on présente comme un exemple de démocratie dans la région, mais qui au fond est en panne. Et la population voit souvent les armées, les militaires comme une alternative finalement au régime civil autoritaires auxquels ils font face. Oui, dans certaines situations, effectivement, il y a cette aspiration des populations qui les pousse justement les armées viennent parfois libérer les peuples. Parfois, dans certains cas, c'est carrément... les coups d'État interviennent après des manifestations, comme par exemple dans le cas du Mali en 2020. Il y a eu au Burkina, il y a eu une faillite sécuritaire totale. Donc effectivement, si on prend l'Afrique,
quand même l'Afrique de l'Ouest, cette région se distingue par cette instabilité politique et sécuritaire qui la, et les pouvoirs qui civils la se touche. sont discrédités Donc, en optant si on pour des prend régimes depuis autoritaires. 2020, sur les 7 coups d'État, donc les 7 pays, on parle de 7 pays parce que dans certains pays, il y a eu un double coup d'État. C'est ça, dans le cas Donc, du c'est Mali les et 7 du pays qui Burkina. ont été touchés par les coups d'État militaires, non pas de coups d'État militaires, parce qu'il y a aussi des coups d'État constitutionnels. Mais là, on parle des coups d'État militaires. Donc, les 7 pays, les 4 sont dans la région, donc ils appartiennent à ce bloc régional qui est la CEDEAO. Effectivement, la CEDEAO aujourd'hui est appelée à se réformer, à revoir sa copie parce que aujourd'hui, ce bloc régional ne correspond pas aux aspirations du peuple, même si dans certains cas, on a pu quand même assurer une alternance, malgré les difficultés, une alternance plus ou moins calme. Dans le cas du Sénégal, par exemple, on a assisté à une élection qui a permis au parti de l'opposition, qui a été carrément interdit et tout, de prendre carrément le pouvoir. Donc, tout n'est pas perdu. Il y a cette aspiration des populations et du peuple de la région à une meilleure gouvernance. C'est ça. Et donc, c'est aux dirigeants civils, je parle des dirigeants civils, de veiller justement à ce qu'ils fassent le nécessaire, même si la tâche n'est pas facile, mais de jouer la carte de la transparence et d'aller dans le sens de la volonté des peuples pour qu'ils ne se retrouvent pas en porte-à-faux avec les populations, donc dans des conditions fragiles qui vont permettre à des putschistes de prendre le pouvoir. Très bien, merci Mkrolan. Effectivement, c'est vrai qu'on constate une désaffection vis-à-vis des démocraties formelles qui sont perçues comme inefficaces contre la corruption et l'insécurité. Bon, cependant, l'exemple au Mali, l'exemple au Burkina montre aussi que les régimes militaires ne règlent pas les problèmes de fond. La crise, en réalité, c'est une crise de gouvernance et non celle du système démocratique en tant que tel. Donc effectivement, comme le dit Mkrolan Touarabi, c'est aux États, aux civils aussi, de prouver qu'ils peuvent être à la hauteur des défis que leurs pays respectifs affrontent. Donc nous refermons donc cette partie consacrée au coup d'État au Bénin. Nous nous intéresserons maintenant dans cette seconde partie à la situation au Mali. Nous avons vu, chers invités, que la tentative de putsch au Bénin est un signal fort de la fragilisation des régimes civils et de la contagion des crises en Afrique de l'Ouest. Mais si le Bénin découvre la fièvre, n'est-ce pas, le Mali, lui, en est l'épicentre depuis des années. Donc c'est l'épicentre de la fièvre en Afrique de l'Ouest. La junte du général Assimi Goïta est sous pression maximale. Non seulement elle fait face à une offensive sécuritaire d'un nouveau genre, un véritable embargo logistique et économique imposé par les groupes terroristes autour de Bamako, mais elle voit aussi l'opposition politique se réorganiser et se renforcer, symbolisée par l'émergence de la coalition des forces pour la République, avec des figures de poids comme l'imam Dicko. Alors, ma première question, comme nous avons la chance d'avoir avec nous un activiste politique malien, Mohamed Dag Ahmadou en l'occurrence. Alors, je vais vous demander, Mohamed Dag, d'abord, bonjour, et je vais vous demander d'abord de nous faire le point sur la situation sécuritaire au Mali, précisément la situation sécuritaire qui prévaut au sud et autour de Bamako. Bonjour, Zine Charfaoui, merci de m'avoir invité à cette émission. Bonjour aux intervenants à cette émission. Et bonjour également à tous les auditeurs et auditrices qui suivent l'émission Grand Angle d'Ifriqiya FM. Concernant la sécurité au Mali, il faut savoir quand même quelque chose, que la situation ne fait que se détériorer. Il n'y a jamais eu une amélioration considérable depuis le fameux slogan de l'armée malienne monte en puissance qu'on nous scandait là par l'ancien premier ministre de la junte malienne, Choguel Kokala Maïga, qui disait en 2021 et 2022 que l'armée malienne était en train de monter en puissance. Et c'est vrai que ça nous a bluffé au début parce qu'on pensait que vraiment c'était une réalité. Moi, c'est en 2022, fin 2022, que j'ai commencé à réaliser vraiment que l'armée n'était pas en train de monter en puissance. Depuis l'épuration ethnique contre les populations de la localité de Moura, où 500 personnes ont été
rayé de la carte de Moura dans la région de Mopti. Depuis ce jour, on a compris que la situation ne fait que s'empirer, la situation sécuritaire. Aujourd'hui, ce blocus, il est compréhensible et ce blocus ne fait que s'empirer. Et il faut savoir qu'il y a eu une trêve vers mi-octobre 2025 qui a permis la libération d'un émiratier et de ses collaborateurs détenus par les JNIM, le paiement d'une rançon de 70 millions de dollars, y compris 20 millions de dollars en munitions et cargaison d'armes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent aussi, au même moment, a signé un accord éphémère avec une trêve de 40 jours et avec un échange, une libération de 115 terroristes du JNIM. Voilà, cette trêve a permis de libérer 115 djihadistes du JNIM et aussi le JNIM a donné quelques citernes venant du Sénégal en fin octobre 2025 à la junte malienne qui a libéré 115 djihadistes et que dans le contrat, le JNIM a juste ouvert le blocus concernant la route nationale 7 qui quitte Bamako vers Sikasso, vers la Côte d'Ivoire. Et c'est cette route-là qui est concernée de 400 km. Donc, ça se voit que ce retour de l'escalade, cette attaque contre les citernes du samedi 6 décembre montre à suffisance qu'ils n'ont pas pu nettoyer les replis terroristes dans les zones de Kadiolo et de Kolondjeba. Donc voilà, et il y a aussi une ville qui s'appelle Loloni de plus de 32 000 habitants qui est devenue une ville morte qui est à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui est au sud de Sikasso, dans la région de Sikasso, qui est devenue une ville morte depuis maintenant plus de 3 semaines. Ses habitants sont partis en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé qu'ils ont réceptionné plusieurs milliers de réfugiés maliens concernant cette escalade de violence, concernant cette montée du JNIM dans les régions du sud de Sikasso. Maintenant, le couvre-feu, ça a toujours existé depuis juin 2025. Ils ont annoncé depuis août 2025 que toutes les régions du sud sont sous le couvre-feu. Le couvre-feu n'a jamais été levé. C'est juste, ça fait partie de leur stratégie de communication. Depuis le août 2025, la région de Ségou a été sous couvre-feu. Le couvre-feu, c'est-à-dire, a été mis sous couvre-feu. Donc, ce qui fait que c'est cette dernière région qui boucle les couvre-feux annoncés depuis les attaques de Boulekessi, de Kaï, de Nyoro. Maintenant aussi, la situation sécuritaire, c'est que les blocus est toujours maintenu depuis début septembre sur les axes qui mènent de Bamako vers la Mauritanie en passant par la région de Nioro du Sahel qui est sous blocus depuis très longtemps, et aussi les axes qui quittent Bamako vers le Sénégal, les deux axes, celui de Bamako-Kaï et celui de Bamako-Kenyeba, sont toujours sous blocus parce que les djihadistes occupent de grands espaces dans la région de Kita. Et la région de Kita est entre Bamako et les régions de Kaï et de Nioro du Sahel. Et Nioro du Sahel, depuis début septembre, est sous blocus du JNIM.
certains même proches du shérif de Nioro ont été enlevés. Et même les proches de ses proches, les chauffeurs de ses proches ont été enlevés par les GNIM. Donc, tout ce qu'on dit par rapport à l'amélioration de la situation sécuritaire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que voilà les retours de Binagara qui avait expliqué. Binagara est l'émir du GNIM du sud des régions du sud du Mali, et qui explique que tout ce qui se passe avec la junte, et ils le disent qu'il y a eu beaucoup d'accords entre eux, et chaque fois qu'il y a une accalmie, c'est qu'il y a un accord qui fait qu'il y a cette accalmie, et là ils reviennent en force pour faire mal à Bamako. Le concret de ces blocus, de ces contraintes qui font souffrir les populations, c'est que à Bamako, et tout comme d'autres régions du sud, telles que celle de Sikassou, Ségou, San, Nioro du Sahel, il y a une pénurie de carburant, de longues files d'attente aux stations-service, rationnement, apparition des marchés noirs, fermeture de certaines stations. Donc les marchés noirs ont augmenté à des prix faramineux le prix du carburant. On a observé même hier, il y a eu des images qu'on a reçues des populations de la région des San. Il y a des longues files kilométriques des voitures, il y a des files de voitures kilométriques, il y a des files de motos. Et les habitants de cette localité disent que le carburant qui est contenu dans cette station n'était pas suffisant. Donc, vous voyez à quel point la situation est vraiment très, 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 très grave. S'il n'y avait pas de sérieux problèmes sur Bamako qui est asphyxié, qui est menacé, plusieurs pays étrangers avaient avaient appelé les ressortissants à quitter immédiatement le Mali. Oui. Donc voilà, le danger est là. S'il n'y a pas un risque élevé vraiment à ce que Bamako est menacé par les groupes terroristes, on n'en serait pas là. Donc c'est pour juste dire que la situation est vraiment grave et que tout ce qu'on raconte par rapport à l'amélioration de la situation sécuritaire n'est pas vrai. Merci beaucoup pour ce témoignage, Mohamed Dagahmadou. Je rappelle que vous êtes un activiste politique malien. Dans une autre vie, vous avez été écrivain et journaliste. Actuellement, vous êtes aussi membre du gouvernement de transition, membre du gouvernement malien de transition en exil. Docteur Ahmed Ben Saada, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Alors, c'est intéressant. Je suis sûr que vous avez écouté et suivi religieusement le témoignage de Mohamed Dagahmadou. Alors, Dr Ahmed Ben Saada, la situation au Mali n'est pas alarmante et au vu de ce témoignage, elle est catastrophique. D'ailleurs, elle est tellement catastrophique, le pouvoir malien est tellement affaibli qu'il en vient à négocier des trêves avec les terroristes, les groupes terroristes. Il a obtenu une trêve de 40 jours qui a permis, mais qui a été négociée en contrepartie de la libération, écoutez bien et suivez bien, 115 terroristes. Donc il y a 115 terroristes qui se retrouvent dans la nature. Et bien évidemment, cette trêve a été obtenue aussi en versant 70 millions de dollars au groupe terroriste en contrepartie de la libération d'un émir émirati qui avait été capturé dans la région. Donc tout cela fait peur, docteur Ahmed Ben Saada. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, la situation au Mali est désastreuse. On pensait qu'avec justement ce coup d'État populaire, qui était au début populaire, que le Mali allait se redresser. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un rétrécissement notable des libertés, disons, politiques, des libertés civiles. Et cela ne s'est pas répercuté sur le peuple comme étant des succès.
Et donc, il y a eu un article extrêmement intéressant qui a été publié par l'Associated Press le 7 décembre 2025, où on fait une situation mais vraiment alarmante de ce qui se passe, du rôle, par exemple, de l'Africa Corps, et qui donne des graphiques très détaillés où on voit, par exemple, qu'il y a eu depuis 2023, juste depuis 2023, il y a eu plus de 5000 civils qui ont été tués d'une manière ou d'une autre par les Wagner, en particulier, ce qui s'appelle maintenant l'Africa Corps, et l'armée, disons, régulière, parce qu'ils sont embedded, ils sont incorporés dans l'armée régulière. Et les témoignages sont vraiment incroyables. Il y a des personnes qui parlent de politique de terre brûlée. Et les gens, il y a un témoin qui a dit les gens ne savent même pas pourquoi ils sont tués. Alors, d'un côté, il y a cette lutte sans fin, disons, contre le terrorisme. Et d'un autre côté, vous avez ce témoignage assez édifiant de notre ami Mohamed, qui nous dit que en fait, la junte militaire est obligée de négocier parce que, justement, il y a la répercussion du manque de carburant au niveau du Mali est terrible, parce qu'elle touche pas juste les populations, mais elle touche aussi d'une manière les hôpitaux, les écoles, elle touche. Il y a eu aussi voilà, donc vraiment ça fait. Alors que c'est là où je me dis que cette junte n'a pas de sens diplomatique, parce que s'il y avait une bonne relation avec l'Algérie, elle s'était pas érigée comme l'ennemi de l'Algérie. L'Algérie aurait pu les aider du côté de leur frontière nord. Donc il y aurait pas eu cette pénurie, n'aurait pas eu cette incidence qu'elle a maintenant, qui est énorme sur les populations. Il y a même eu une influenceuse qui a été tuée par dans le lot, exactement. Donc il y a des exactions qui se passent. En fait, c'est un pays qui a un problème sérieux de gouvernance actuellement, où si les personnes au pouvoir sont obligées de négocier avec la junte, avec le JNIM, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème. Absolument. Et on ne voit pas la fin de cela. Et puis pour revenir à l'imam Dicko, il faut dire qu'il a rejoint ce qu'on appelle la coalition des forces pour la République, le CFR. Justement, c'est une question que je réservais. Et on revient vous prendre, Dr Ahmed Ben Saada. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, comme nous sommes vraiment, vraiment pressés par le temps, nous allons poser une dernière question à Mohamed Agahmadou. Et si on a encore quelques petites poussières de minutes, on va essayer de poursuivre le débat. Ce n'est pas tous les jours que nous avons des interlocuteurs maliens avec nous. Mohamed Agahmadou, alors, avant de vous laisser partir, je sais que vous avez des engagements. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Comment vous analysez la formation de la coalition des forces de la République qui unit justement... Donc, concernant la création de la coalition des forces de la République du Mali, créée par l'imam Mahmoud Dicko et l'universitaire malien Etienne Fakaba Sissoko, certes, c'est un mouvement salutaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'imam Mahmoud Dicko et même Etienne Fakaba Sissoko étaient les précurseurs vraiment de la tombée de feu Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Donc, c'était des gens qui ont nourri beaucoup d'espoir. Vraiment navré de vous couper, Mohamed Agahmadou. Là, nous sommes vraiment pressés par le temps. Il faut qu'on rende l'antenne. Nous avons déjà dépassé le temps qui nous avait été imparti. Mais je vous promets de consacrer une autre émission au Mali. Nous reviendrons en détail sur tous ces aspects. Merci beaucoup,
Mohamed Dagahmadou. Merci à nos 5 invités pour leurs éclairages, pour leurs analyses de grande qualité. Ce que nous retiendrons de cette émission, c'est que l'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins. Le coup d'État manqué au Bénin est un miroir de la crise de la gouvernance civile. Le Mali, avec la pression croisée des groupes terroristes et de l'opposition, montre les limites de la solution militaire sans légitimité populaire. La stabilité de la région dépendra assurément de la capacité des États à restaurer l'espace démocratique, à lutter efficacement contre l'insécurité, à répondre aux aspirations de leur population et surtout à construire des systèmes politiques inclusifs. Docteur Ahmed Ben Saada, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et merci à tous les intervenants. C'était une excellente émission. Merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Angle. Moukhala et Rabine, nous ne vous avons pas beaucoup donné la parole aujourd'hui. On a l'habitude. Merci d'avoir été avec nous. Riyad Maameri, vous êtes très gentil d'avoir accepté notre invitation également. Merci, c'est toujours un plaisir. Et bien évidemment, mes remerciements vont à Paul Amegakpo, spécialiste en géopolitique, et bien évidemment aussi Ahmed Dagahmadou, activiste politique malien. Je ne terminerai pas cette émission sans remercier toute la technique. Mohamed Faroujan, Khaled, Islam, tout le monde, y compris Madame la régisseuse qui est derrière la vitre. Malika, merci beaucoup Malika. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Grand Angle. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM.